Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Un sujet crucial pour l'avenir de l'Afrique et ses relations internationales. Nous parlerons de la vision puissante de Nathalie Yambe, militante panafricaine, qui aborde des questions profondes concernant les relations entre la France et l'Afrique. Elle critique ouvertement la politique néocoloniale de la France et appelle les peuples africains, en particulier la jeunesse, à se lever pour affirmer leur souveraineté. À travers ses réflexions, Nathalie Yambe insiste sur l'importance du panafricanisme et d'une union africaine solide pour résister aux influences extérieures et rétablir la dignité des nations du continent. Restez avec nous jusqu'à la fin, car ce sujet mérite toute notre attention et pourrait bien changer notre vision des dynamiques de pouvoir en Afrique. Il y a, il y a des attitudes tellement hypocrites de la part de la France que ça révolte tout le monde. Ce qu'on présente comme un sentiment anti-français, comme si c'était émotionnel, est en fait une prise de conscience factuelle, raisonnée, qui nous mène à la révolte. La seule chose où j'irai peut-être un peu plus loin que M. Zhang Nezoun, c'est de dire que ce qui se passe en Kanaki, c'est pas comme si c'était de la colonisation, c'est une colonisation qui continue. Des résolutions des Nations Unies déclarent chaque année que la Kanaki est un territoire à décoloniser. Aujourd'hui, la France décide encore une fois de s'immiscer, enfin de refuser de partir. J'ai vu que dans la vignette de la vidéo, vous avez mis France dégage, mais c'est ce que les Kanaks disent. La France doit partir. Les histoires de référendum, c'est plus à la France de décider si oui ou non il y aura un référendum. La France quitte et puis les Kanaks, eux, vont réfléchir entre eux s'ils veulent organiser un référendum, sur quoi ce référendum va porter, quel périmètre ils vont lui donner. Et puis, ils verront si à un moment donné, ils ont envie d'avoir eux aussi une relation de nouveau renégocier avec la France, mais une relation entre un État et un pays libre et un autre pays libre. C'est vraiment une des dernières épopées coloniales françaises insupportables. Insupportable pour moi, pour des millions de gens. D'ailleurs, je prépare une vidéo là-dessus parce que c'est totalement inacceptable. Et je veux aussi ajouter de l'eau au moulin dans ce qu'il a dit en ce qui concerne les formations. On nous présente aujourd'hui comme si c'est nous qui avons amené la Russie en Afrique. La Russie qui semble être une obsession, mais je crois que c'est surtout un moyen de dénigrer les Africains qui se battent pour l'émancipation de leur continent. C'est cette étiquette de pro-russe manipulée par la Russie, c'est pour dénier aux Africains la capacité de penser par et pour eux-mêmes. Il faut obligatoirement, dans le narratif occidental et français, puisque c'est eux qui ont commencé à faire ça, en ce qui nous concerne en tout cas, c'est de dire que nous ne sommes pas capables de penser par nous-mêmes. Si nous ne sommes pas manipulés par la France, alors c'est forcément un autre Toubabou qui doit venir nous manipuler. Mais nous-mêmes, nous sommes trop bêtes, trop peu humains, des sous-hommes complets, et nous n'avons pas la capacité de décider nous-mêmes que maintenant ça suffit, que maintenant nous avons regardé l'histoire de notre collaboration, que l'on présente comme une collaboration, mais qui est un mariage forcé avec la France, et que nous avons compris que bon, peut-être que c'est mieux si on va se chercher un peu ailleurs. On va passer à autre chose. On va passer à la polygamie. Voilà, on va passer à la polygamie parce que dans ce qu'il disait là tout à l'heure, alors moi je suis une fervente avocate de la légalisation de la polygamie. J'ai pas dit que j'étais avocate de la polygamie elle-même, mais de sa légalisation. Parce que monsieur Zhang Nezoun l'a dit tout à l'heure, les Occidentaux ont le droit d'organiser leur société comme ils l'entendent. C'est leur droit le plus total. Et moi et les millions d'Africains qui sont là, on respecte ça. Voilà monsieur Zhang Nezoun qui vit en France et qui respecte la façon dont la société française veut s'organiser, même si c'est pas la même chose que nous avons chez nous. Mais
ce respect que nous donnons à la société française et cette liberté que nous donnons à la société française de s'organiser comme elle l'entend, nous l'exigeons pour la façon dont nous avons décidé d'organiser nos sociétés. Et dans nos sociétés, la polygamie est une tradition répandue. C'est même pas la religion qui envoie ça, c'est nos traditions même qui nous donnaient, qui prévoyaient ce type de mariage. Le Cameroun n'a pas attendu longtemps, hein, dès que les colons sont partis là. Une des meilleures choses que les Camerounais ont fait, c'est de tout de suite réécrire leur code civil et puis d'évacuer la monogamie là pour revenir dans la façon dont les gens avaient l'habitude de s'organiser. Or, nous voyons que les Français, les Occidentaux, décident de s'organiser comme ils l'entendent chez eux, mais veulent à tout prix nous imposer ça chez nous. Et d'ailleurs, j'en profite, question d'actualité, pour dire à quel point j'ai trouvé déplacé que quelqu'un comme M. Mélenchon se téléporte pour venir jusqu'à Dakar et que dans tous les sujets qu'il pouvait aborder avec le PASTEF et avec les Sénégalais, il a trouvé utile de venir faire la prodada de sa promotion des A, B, C, D, E, F, G, L, B, T, Q, R, S, T, U, là, qu'on nous met tous les jours. Je trouve ça absolument discourtois et très, très significatif parce que ça me dit que M. Mélenchon n'est pas vraiment différent du système dont il prétend se différencier à nos yeux. Une forme de colon. Je trouve... Oui, c'est un paternalisme, un colonialisme qui me répugne. Et je pense que nos hommes politiques, que ce soit dans le cadre de leurs fonctions officielles, s'ils sont à la tête des États, ou que ce soit à la tête de leurs fonctions partisanes, s'ils sont à la tête de partis politiques, devraient dorénavant cesser de permettre à des gens qu'ils invitent de venir imposer ou faire la prodada d'un modèle de société qui ne nous concerne pas. Monsieur Mélenchon peut aller parler de la légalisation de l'homosexualité, du mariage, machin, des trans ceci, des locations de ventre. Il peut aller parler de ça là-bas en France comme il veut. Mais quand il arrive chez nous, de grâce, qu'il se taise. Et s'il veut parler, qu'il admette que chez nous, on a une notion de la famille qui inclut aussi la légalisation de la polygamie et qu'il n'a pas à venir en discuter ou à venir en faire la critique chez nous. Il y a tellement de choses que nous devons rediscuter dans les relations France-Afrique. Je ne pense pas que la façon dont les caleçons des gens s'organisent chez eux, là, ça le regarde. Donc, j'ai bien apprécié aussi le fait que M. Zhang Nezoun mette un coup de projecteur parce que c'est vrai. Moi, je suis allée quelques fois en Russie. C'est vrai que les gens ont l'impression que mon engagement politique est né en 2019. Je vous ai dit qu'il est né quand j'étais beaucoup plus jeune, quand j'étais en âge d'être au lycée. Mais quand j'ai eu l'occasion d'aller quelques fois en Russie, j'ai eu l'occasion de rencontrer des étudiants africains dans toutes les disciplines. Et même quand je suis en Afrique et que je rencontre des gens à l'intérieur des administrations, à l'intérieur des armées, quelque part, on se rend compte qu'il y a plein de gens qui ont étudié en Russie ou qui aujourd'hui étudient en Chine, au Japon, étudient en Égypte, étudient en Afrique du Sud. Et chaque fois que la France interdit de visa des étudiants, des aspirants étudiants africains, moi personnellement, je le dis, je m'en réjouis. Je suis heureuse chaque fois qu'on dit qu'on ne laisse pas les étudiants africains aller en France parce que ça va nous permettre de voir une jeunesse se former ailleurs, s'ouvrir à un autre monde, se construire un relationnel, un réseau ailleurs et venir avec d'autres habitudes, d'autres partenaires, d'autres façons d'appréhender le monde, de revenir en Afrique et lorsqu'ils seront dans des positions de décision, de ne plus avoir les réflexes france-africains, mais d'avoir des réflexes plus ouverts sur d'autres contrées qui ont tout autant, sinon beaucoup plus à apporter à l'Afrique que la France. Merci, cher Sylvain. J'ai plus de questions du coup qui me viennent que de réponses. Je voudrais d'abord, alors en admettant qu'issu des Gilets jaunes, je représente à ma modeste mesure ce qui sera l'avenir de la France dans les politiques publiques que l'on fera et de nos relations avec l'Afrique, il y a à la fois des points où je suis en totale osmose et des points où je suis quand même un peu apeuré.
D'abord, le côté culpabilisant, stop. Je suis français, je ne suis absolument pas responsable de la colonisation, de l'ère de l'esclavage, etc. Je ne suis pas. C'est pas ce qu'elle dit, hein. Oui, je sais. C'est juste à une façon générale d'amener le truc, et puis je vais descendre. Ensuite, je vais aller dans l'arborescence. Donc, je suis bien conscient que ce sont nos politiciens et que le mouvement panafricanisme ne reproche absolument pas aux Français des méfaits de nos politiciens. Mais on sent quand même qu'il y a un moment, le focus est quand même toujours la France, c'est-à-dire au-delà des politiciens, qui seraient forcément méchantes par ces actions passées et actuelles, et sur lesquelles nous devrions nous sentir coupables. Bon, ça c'est un premier point qui, à mon avis, doit, dans l'esprit des Français de demain qui auront à gouverner, sera peut-être un petit peu lourd si c'est trop répété. Il y a par contre des choses qui sont plus importantes. Moi, j'ai été élevé en fait pour le coup, un Tchadien. Depuis tout petit. C'est un homme issu du Tchad qui m'a élevé et qui était pilote d'avion, puisqu'il avait été militaire pour l'armée tchadienne, mais il était formé par l'armée française. Il était pilote d'avion, puis il est devenu informaticien. Donc, il est venu en France, il s'est installé après cette période-là, il a bien gagné sa vie, et il a fait... Enfin voilà, mais il n'est jamais revenu au Tchad. C'est-à-dire qu'il avait pris un niveau de compétences et de connaissances qui aurait pu être utile à sa patrie d'origine, qu'il n'a pas rétrocédé en revenant. Et en fait, c'est ça, une des questions là, qui a été soulevée finalement par M. Nezoun, et je trouve qu'elle est assez intéressante à étudier dans les chiffres, c'est de savoir combien d'Africains viennent sur le sol français pour se former à des qualifications importantes, comme être médecin, ingénieur, etc., qui peuvent être utiles en Afrique. Combien reviennent réellement dans leur territoire d'origine pour essayer de faire vivre leurs compétences et les rendre profitables? Et surtout, qu'est-ce qui explique ceux qui ne reviennent pas? C'est-à-dire, est-ce que c'est le seul fait de dire j'ai eu un visa étudiant et je m'installe comme beaucoup de gens qui migrent vers l'Europe pour avoir une meilleure vie? Ou alors est-ce que c'est tout simplement le manque d'infrastructures, le manque d'entreprises qui fait que de toute façon, quand bien même on a haut diplôme en Afrique, on ne peut rien en faire? Et la dernière question qui était sous-entendue aussi, c'est OK, il faudra un moratoire sur les relations France-Afrique. Néanmoins, je suis un patriote français et il est vrai que si je considère qu'il est normal que lorsqu'on va se fournir en matières premières, quelle que soit la partie du monde où on va aller les chercher, il faut les payer au bon prix, il faut s'assurer que l'exploitation, que ce soit au niveau social ou écologique ou tout un tas de paramètres, soit respectueuse au plus du pays en lui-même. Mais normalement, il n'y a pas de raison de se dire la France devrait couper ses relations économiques avec les pays africains sous prétexte de culpabilité, de méchanceté coloniale ou d'avoir eu des politiciens absolument néfastes. Non, moi je considère que si on a développé des infrastructures en Afrique comme des mines, des choses comme ça, qu'on a mis des moyens, on peut très bien se réaccorder avec les pays africains à un moment ou à un autre en disant qu'est-ce qui ne va pas dans nos relations, dans les prix qui sont faits, etc. De là à dire qu'il faut chasser les Français et tous les intérêts économiques français d'Afrique, c'est un côté un peu brutal et qui ne tient pas compte ni des réalités qui, pour les Africains, à mon avis, qui eux ont des postes du travail grâce à ces installations, ces infrastructures, ces apports économiques. C'est pas totalement ce qui est dit. Mais bon. Oui, c'est pour ça que je voulais je voulais préciser, en fait. Je voulais dire que M. Nezoun... Parce que la différence, moi, ce que j'ai compris tout à l'heure, en tout cas, la différence entre la façon de commercer des Russes et de la République, c'est que les Russes n'imposent pas une vision idéologique. Non, mais ça, je suis d'accord. Et c'est ça, c'est ce qu'a dit Mme Yamb. Je suis totalement d'accord que nous n'avons rien à imposer, si ce n'est des contrats purement commerciaux et rien de plus. Nous n'avons pas à y mettre de l'idéologie derrière, mais j'aimerais avoir des précisions quand même sur l'avenir. Mme Yamb répond, et puis M. Zhang Nezoun. Allez-y. Oui. Je vous remercie d'avoir essayé de clarifier la chose. Vous demandiez pourquoi les gens qui viennent en Europe ou qui vont à l'étranger se former ne reviennent pas nécessairement en Afrique. Alors, chacun a son histoire personnelle. Mais je peux vous dire, pour être moi-même une personne qui est allée se former à l'étranger, moi j'ai fait mes études en Allemagne, je suis revenue
en Afrique. Je suis même revenue en Afrique pour y accoucher, pour vous dire. C'est-à-dire que j'ai préféré ne pas accoucher dans le confort d'un hôpital douillet en Allemagne, mais d'aller me jeter dans les draps et les lits un peu rouillés de l'hôpital central de Yaoundé, il y a 25 ans. On ne revient pas. Il y en a qui ont envie de revenir. Il y en a même qui essayent de revenir. Mais le système qui est maintenu dans leurs états d'origine les empêche de venir être utiles à leur pays. Parce qu'ils ne font pas partie du clan, du système france-africain qui domine, qui fait que tout est réservé au chef de l'État et à ceux qui lui sont proches, et que ceux qui veulent venir de bonne foi pour partager leur savoir, leur savoir-faire, pour essayer de lancer des entreprises, pour essayer d'apporter leur pierre à l'édifice, se font traîner, se font mettre de côté, se font escroquer, se font tellement décourager qu'ils préfèrent rentrer. Et quand on voit des gens pleins d'enthousiasme qui sont rentrés en Afrique et qui reviennent totalement démoralisés après dans le pays où ils ont fait leurs études, où ils ont travaillé, bon, ça donne pas un bon exemple, ça incite pas les gens à venir. C'est pour ça que c'est urgent pour nous de casser ce système-là, de casser ce système et de permettre que aujourd'hui puissent se mettre en place des États, des pays, un contexte, un environnement régulatoire, juridique, politique, économique, culturel, qui soit incitatif pour nos gens de revenir et de contribuer à construire leur pays. Ils sont très nombreux. Et je le vois d'ailleurs en ce qui concerne les pays de l'AES. Il y a beaucoup de gens qui veulent venir, alors nécessairement dans les pays de l'AES, la France et ses amis occidentaux se sont arrangés pour nous coller des déséquilibres, de la déstabilisation sécuritaire et compagnie, qu'il nous faut d'abord gérer, mais ça va se gérer et on verra bien si les gens reviennent ou pas. Vous parliez de la faute qui est trop lourde à porter pour le peuple français. Vous savez, je remarque quand même que les Français acceptent beaucoup plus facilement de porter la faute de la Shoah ou des collaborations qu'il y a eu avec la Shoah que celle de l'esclavage, de la colonisation ou de la néocolonisation qui a encore lieu, parce que vous en parlez comme si c'est il y a longtemps, mais nous on vous parle d'un système qui perdure jusqu'à ce jour dans beaucoup de pays de la zone. Donc j'aime bien quand on vient nous dire « Oh, mais l'esclavage, c'est vieux. Oh, mais la colonisation, c'est passé. Le néocolonialisme, on passe ça sous silence. » Mais on ne nous dit pas « La Shoah, c'est vieux. » On ne nous dit pas ça. Pour ça, là, c'est tout à fait normal de faire des mémorials, de construire des machins, de revenir chaque année et de se couvrir de la faute perpétuelle. Là, ça gêne pas. Mais pour l'Afrique, ça gêne. De la même façon, si on veut vraiment passer l'éponge et passer à un autre chapitre, ce que nous voulons également, je pense qu'il faudra à un moment donné que nous parlions de mémoire, que nous parlions de réparation et que nous parlions de vérité. Parce qu'il ne saurait y avoir d'effacement des choses sans que la vérité ne soit dite et sans que les réparations ne soient faites. Il n'y a eu aucune difficulté à faire des réparations pour le peuple juif, comme ils disent. Et aujourd'hui même, quand ce peuple qui a souffert de dérives, à un moment donné, se comporte de façon quasiment pire même que ce qu'il a subi, il n'y a personne qui vient lui dire que bon, ok, ça suffit. Alors là, je vous ai perdu. Je sais pas, à cause de la. Là, je vous entends de nouveau. À cause de la mémoire, à cause des choses qu'on ne veut pas oublier du côté de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, on s'interdit aujourd'hui d'être résolument du côté du peuple palestinien, de prendre toutes les mesures qu'il faut pour faire cesser ce carnage et envoyer ces génocidaires complets là-bas
devant la justice, mais on demande aux Africains, eux, d'oublier ce qu'ils ont subi depuis des décennies et des décennies, des siècles et des siècles, en disant, bon, ben moi, je me sens pas responsable. Mais pourtant, votre gouvernement, aujourd'hui, pratique une politique néocoloniale. Et c'est vous, en France, qui vous êtes arrangé pour que ce monsieur soit au pouvoir. C'est pas nous qui l'avons élu. C'est les Français qui l'ont élu. Oui, je vous entends bien. Je vous entends bien, Sylvain. Et c'est pas à vous, je pense que vous le comprenez, c'est pas à vous que je parle. Mais je veux dire, chacun a sa part de responsabilité à prendre en la matière. Et c'est très difficile. Et pardonnez-moi de vous relancer, mais sur les questions de commerce, parce que c'était quand même ce qui me troublait le plus au final de dire dans la notion de moratoire. Faut-il considérer que dans l'avenir, nos entreprises installées, quand bien même elles voudraient renégocier sans idéologie, sans clause stupide, nos contrats, devront quand même partir, quand bien même les contrats redessinés seront tout à fait satisfaisants pour les parties africaines? Moi, je l'ai dit tout à l'heure, on pourra à un moment donné, je pense, s'asseoir et si l'entreprise française est la mieux disante, il n'y a aucune raison qu'elle ne soit pas retenue et qu'elle ne puisse pas travailler. Je pense d'ailleurs qu'on doit aller au-delà des multinationales françaises et que, par exemple, la France est connue pour ses paysans. Dans le domaine agricole, il y a des paysans en France qui peuvent apporter quelque chose à des paysans en Afrique. Il y a du savoir qui peut se transmettre, qui doit se faire entre les peuples. Mais je suis moins optimiste que vous dans la partie qui consiste à la renégociation. Parce que ça fait quand même plusieurs années que nous indiquons aux Français que il faut renégocier, il faut accepter un partenariat gagnant-gagnant. Il faut sortir de la position de celui qui écrase tout et qui impose ses conditions, sa volonté, ses gens aux Africains. Et l'État français, les entreprises françaises, le président français ne veulent pas. Ils ne comprennent pas. Et c'est parce qu'ils ne veulent pas changer, parce qu'ils sont peut-être dans l'incapacité de revoir leur logiciel, de penser une nouvelle relation avec l'Afrique, qu'aujourd'hui nous sommes arrivés là où nous sommes et nous disons, OK, puisque vous n'êtes pas capable de reparamétrer votre logiciel en tenant compte de ce que nous disons, vous partez d'abord, vous allez vous asseoir là-bas, vous allez voir comment ça est de vivre sans l'Afrique et nous, on va voir comment ça est de vivre sans la France. Et au bout d'un certain temps, quand chacun aura fait son bilan, bon, peut-être que ce sera plus facile pour ceux qui sont aujourd'hui têtus et qui veulent pas revoir leur logiciel de revenir en disant, bon, écoutez, on a compris, aujourd'hui on veut faire ceci, on veut faire cela. Parce que la France, Sylvain, c'est pas seulement... Moi, je parle pas comme je vous ai dit, je parle pas de l'opérateur, du petit opérateur, etc. Mais je parle de la nuisance que l'État français a, que vous ne voyez peut-être pas. Mais quand nos pays veulent aller chercher des fonds ou des entrepreneurs pour investir dans des domaines peut-être qui n'intéressent pas la France ou qui l'intéressent mais où son offre n'était pas la meilleure, elle ne se contente pas de dire « Ok, mon offre n'était pas la meilleure, je laisse tomber, tant pis, bad luck, je reviendrai sur autre chose. » Non, elle part et puis elle va dans les instances internationales que sont le FMI, la Banque mondiale et toutes ces organisations supranationales-là. Elle va à Davos, et puis il commence à mettre des embûches, à bâtir des obstacles, à faire du papato, comme on dit, dans le dos des Africains pour que les aides, je n'aime pas l'aide, mais où les crédits, etc., ne leur soient pas donnés parce que la France est frustrée. Elle a une capacité de nuisance qui, pour moi, nécessite qu'on rompe d'abord nos relations. Ça ne veut pas dire que des Français ne pourront pas venir en Afrique. Ça ne veut pas dire que des Africains n'iront pas en France passer leurs vacances. Mais ça veut dire que jusqu'à aujourd'hui où je vous parle là, les entreprises françaises, quand elles viennent en Afrique, elles sont toujours dans le logiciel de l'État français et de la présidence française qui est « ça nous est dû, c'est chez nous ». Tant qu'on n'aura pas effacé cette compréhension de l'Afrique, c'est chez nous et ça nous appartient, on pourra pas avancer. Donc une rupture, pour moi, me semble à ce niveau-là nécessaire. Vous vouliez ajouter quelque chose, monsieur Zangnezoun ? Je voulais juste dire que, comme l'a dit Nathalie, il y a le fait que
moi, par exemple, j'ai fait mes études en Russie, puis en République tchèque. À l'issue de mes études, je suis rentré et j'ai commencé à travailler à l'université du Tchad. Mais c'est parce que j'ai été arrêté, j'ai été mis en prison, que j'ai quitté le Tchad. Donc il y a des obstacles réels que posent ces États néocoloniaux-là, qui empêchent donc les personnes qui sont formées et qui sont compétentes pour pouvoir exercer leur travail, tout simplement. Et à l'époque, dans un certain nombre de pays africains, on signait un engagement décennal à servir la fonction publique. Autrement, on remboursait l'argent qui a été dépensé. Deuxième chose, nous avons fondé, par exemple, en 2003, l'Amicale panafricaine, et puis en 2023, la Dynamique unitaire panafricaine, a fait tout simplement de mutualiser les résultats des luttes politiques et sociales en vue de parvenir à l'édification des États-Unis d'Afrique. Mais il ne s'agit nullement de dire les Français dehors, on va faire comme pendant la période coloniale, leur couper la tête et puis les promener sur des pics. C'est ce que les armées françaises ont fait, hein, pendant la période coloniale, bien avant Daesh. On peut voir le camp de Tcharoy, par exemple. Par exemple, le camp de Tcharoy, ou la mission Voulet-Chanoine, qui avait fait des massacres africains. Non, nous voulons coopérer, travailler avec la France, mais sur la base du respect mutuel, de la prise en compte des intérêts nationaux et surtout parvenir à une souveraineté sur tous les plans. Justement, j'ai une question, parce que vous avez utilisé le terme États-Unis d'Afrique. Qu'est-ce que c'est ? C'est-à-dire, si vous prenez, n'est-ce pas, les États africains, nous sommes à peu près 54, je crois. Il y a des États qui font 57 000 km², il y en a d'autres qui font 200 000, il y a d'autres qui font 1 million. Ça ne constitue pas de marché viable, d'abord, et on a énormément de ressources. Si on les mettait en commun et que si on arrivait à une gouvernance saine, nous serons certainement les pays les plus puissants de la planète. En tout cas, il ne faut pas copier Bruxelles. Faites surtout pas ça. Non, c'est pas bon. Le phénomène, Bruxelles, c'est l'économie libérale. Voilà, donc ne faites pas ça. Au détriment des peuples. Cher Jean-Maxime, une intervention. J'aurais mille et une petites choses à dire. Il y a des choses très bonnes, il y a des choses très, non pas fausses, mais partielles. Alors que je suis d'accord avec la ligne globale, le problème étant que si là je commence à dire des choses intelligentes, on va nécessairement me prendre pour le fanboy de la France-Afrique, ou on va nécessairement, je n'aurai de toute façon pas le temps pour être ciselé et clair. Néanmoins, je vais dire quelques petits éléments qui rejoignent la partie la meilleure du discours que je viens d'entendre, c'est que de toute façon, absolument tout ce que l'on appelle la mondialisation, et de fait le mondialisme évidemment, en tant qu'idéologie, tout ce qui est mondialisation, la façon dont est aujourd'hui pensée la mondialisation, c'est un accident de l'histoire, et c'est totalement foireux par définition, puisque c'est basé sur la prédation des uns par les autres sans fin. C'est-à-dire sur un jeu où tout le monde doit absolument, pour survivre, pour résumer un livre qui résume la philosophie initiale du soi-disant capitalisme moderne, du capitalisme soi-disant moderne, comme si c'était la panacée, etc., c'est « baise ton prochain ». C'est-à-dire que, par définition, tu dois toujours produire plus que les autres, tu dois lui piquer des marchés, mais alors, tout ce qui ressemble à de la coopération, non, surtout pas, ça c'est pas bon pour le business. Ça, c'est la conséquence de 5 siècles de subversion internationaliste. C'était le titre de mon premier article que je pourrais vous envoyer avec sans doute plaisir et profit, parce que c'est de la vieille expertise française qui a subi ce mondialisme-là dans la gueule en première, et qui est en bonne partie oublié aujourd'hui, parce que nous sommes gouvernés de fait par des traîtres à la France, c'est clair. Rien qu'avec l'affaire Alstom, c'est sans appel. Mais ce sont ces gens-là qui égarent la France aujourd'hui. Et donc tout le système de la mondialisation actuelle est complètement foireux. Je ne vais pas avoir du tout le temps de tout dire, mais vous avez dit certaines choses qui sont ou bien fausses ou bien naïves. Si c'est Lumumba, si c'est la France qui a dézingué Lumumba, je suis archevêque, par exemple. Je serais aussi curieux de savoir ce que vous pensez, Madame Yam, par exemple de la situation en Côte d'Ivoire. Néanmoins, nous n'aurons pas le temps de l'interaction. Je vais juste résumer mon propos. Une grande naïveté. Alors, la France-Afrique, dézinguer la France-Afrique a toutes les raisons aujourd'hui, pour ce qu'il en reste, de dézinguer la France-Afrique. Ça, c'est clair. Sauf qu'à l'époque où elle a été créée, c'était dans un tout autre contexte.
mais avec aussi d'énormes maladresses gaullistes où ils ont fait que des conneries avec l'Empire, ils ont misé sur des tocards, tandis que les États-Unis, pour des raisons pétrolières, misaient sur des gens qui étaient bien meilleurs. Et donc, nous, on s'est retrouvés à devoir embrayer et soutenir des tocards, parce que les forestiers, notamment par exemple au Gabon, s'étaient goinfrés sur le dos du peuple, avaient choisi leur pantin Léon Mba à l'époque, et quand les Français sont arrivés, ils ont vu que l'ambassade américaine qui voulait piquer le pétrole avait misé sur Jean-Hilaire Aubane, qui lui était bien plus dans l'intérêt du peuple, mais eux avaient misé sur lui, tandis que nous avions misé sur un tocard. Et qu'ont fait les gaullistes, plutôt que de faire... Enfin, ils avaient dézingué les meilleurs cadres auparavant, quand ils sont retournés au pouvoir en 44-46, et on s'est donc retrouvé à devoir miser, en effet, par persistance d'engagement, à continuer de miser sur des tocards ou des gens qui étaient tout sauf l'intérêt de leur peuple, parce que les Américains étaient là en embuscade pour choper le pétrole et que c'était leur priorité. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu des gaffes énormes qui ont été commises. C'est seulement plus tard, quand Foccart a repris le bébé, que la France-Afrique est devenue au moins bien plus respectueuse. Mais oui, il nous fallait nos matières premières stratégiques, mais il y a aussi autre chose. Quand un voisin, par exemple, vous avez chez vous un puits que vous ne pouvez pas créer, si votre voisin amène de quoi créer le puits, est-ce qu'une fois le puits créé, vous allez tout de suite le congédier sans même un verre de rouge ou vous allez le virer comme si c'était un tocard? Normalement, je ne sais pas, en termes de courtoisie, je ne suis pas sûr que ça soit bien conçu, bien pensé. Par contre, la France-Afrique aujourd'hui est devenue une entreprise de prédation, mais je dis que dans tout ce que je viens d'entendre, il y a une épouvantable naïveté par rapport aux jeux internationalistes du pétrole d'une part et des matières premières stratégiques d'autre part, mais surtout le pétrole seul permet de comprendre tout ça. C'est-à-dire que la façon dont, enfin, ce que la France a à se reprocher, même au pire de la France-Afrique, comparé juste à une lecture basique de ce qu'ont fait les anglo-américano-israéliens dans le monde, mais c'est d'un facteur de 1 à 1000 en termes de prédation et en termes de destruction et en termes de rapine et de tout ce que vous voulez. De même qu'on interroge rarement la question, par exemple, vous avez parlé des 3 médecins au Tchad. Je veux bien, la France était avant tout pauvre à partir du moment où on a lâché l'Algérie. Mais en Algérie, la médecine française en Algérie était la plus puissante du monde. Il y avait un taux de 125 lits pour 1000 personnes, c'était extraordinaire en termes de développement. Mais ce qui est vrai, c'est que la France, de toute façon, a été lourdement appauvrie par les 2 guerres mondiales et s'est retrouvée à devoir conserver son strapontin après s'être fait virer comme des malpropres d'Algérie par suite d'une instigation anglo-américano-israélienne, ce que l'on ne dit pas assez. Et tous ces gens, après, ont cru se faire des amis avec les gentils anglo-américano-israéliens. Non, la réalité, ça a été une corruption extraordinaire. Et ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, quand on forme, par exemple, en Suisse, si j'ai bien compris, Madame Yam étant suisse, je ne suis pas trompé, lorsque, par exemple, c'est la Suisse qui forme des dockers pour Abidjan, ils arrivent sur Abidjan et ils arrivent ensuite au retour, ils sont très bien formés à l'anticorruption. Sauf que c'était raconté par Pierre Péan dans plusieurs de ses bouquins dans les années 80. Le nouveau docker ivoirien qui arrivait avec tout son idéal suisse du respect du denier public, de l'anticorruption, etc., se retrouvait face à un commerçant libanais ou juif qui lui disait « Combien je te paye ? Vas-y. Oh, c'est bête, tu refuses d'être corrompu, c'est pas grave, je vais passer par ton supérieur hiérarchique. T'inquiète pas, ça va juste me coûter un peu plus cher. » Et l'Ivoirien bien formé en Suisse revenait en Suisse « Bon, bah, je veux bosser chez vous parce que là-bas, ça va pas le faire. » Vous voyez, ça c'est la vérité de l'activisme et du bordel anglo-américano-israélien qui a été historiquement le creuset du mondialisme tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et je vais juste vous dire déjà, spoiler, oui, vous allez réussir à démanteler la France-Afrique sans problème pour ce qu'il en reste. Par contre, c'est bien parce que c'est la cible la plus facile, qu'aujourd'hui Macron fait tout pour se comporter comme une caricature d'OSS 117, encore qu'il faudrait se poser la question de savoir qui a réalisé le dernier film d'OSS 117 pour dire que la France était des vilains colonisateurs en Afrique. Mais donc, vous avez la partie facile pour dézinguer la France-Afrique et vous avez ma bénédiction, simplement. Ne pensez pas non plus que vous allez vous faire que des amis après, parce que nous, on peut sortir de la France-Afrique. Si on n'est pas trop con, on s'entendra avec les Russes. Mais après, vous aurez face à vous les Chinois, les Hindous et compagnie, et ça ne sera pas forcément des enfants de cœur. Donc l'irénisme vous reviendra de toute façon karmiquement. Là, je veux dire, ce qui manque de mesure dans votre discours, alors que je suis d'accord avec 80% de ce que vous avez dit, ça sera karmiquement ce qui vous reviendra dans la gueule si vous ne pensez pas mieux les choses à partir justement de ce manque de recul sur les matières premières stratégiques qui sont avant tout gouvernées par des prédateurs. Mais je reviens au point initial, le fait est que toute la mondialisation aujourd'hui est conçue pour la prédation et jamais pour la coopération. Je vous donne raison carrément sur la conclusion, dans le sens où rien ne peut tenir si on continue de penser en termes de compétition et jamais en termes de coopération. Ça sera pour la tirade cornélienne du jour, mais merci à toi, cher Jean-Maxime. Mais je le dis quand même avec vraiment respect, parce que vraiment, je souscris à une bonne partie de votre discours. Bon, on a compris. Merci, cher Jean-Maxime. Merci. Merci Jean-Maxime. Je pense que je ne pense pas qu'on soit si éloignés les uns des autres. Vous savez, je vous ai dit que je reviens du Niger, où aujourd'hui, les autorités sont occupées à faire dégager l'armée américaine.
Et c'est une tâche très difficile. C'est-à-dire que même si les Américains disent qu'ils vont partir le 15 septembre, une analyse géopolitico-économique du coin nous fait comprendre qu'ils n'ont aucun intérêt à partir. Bien sûr, aucun. Bien sûr. Ils ne partiront pas, et c'était d'ailleurs un des axes de mon séjour là-bas, de rendre ça bien clair, notamment auprès des populations, etc., qui peuvent se dire que mais le plus gros a été fait, les Français sont partis. Ben non. Les Français, vous le dites, hein, c'est le maillon faible. Et comme nous ne sommes pas totalement débiles, nous, quand vous vous retrouvez face à un bloc occidental qui vous étouffe, nous attaquons au maillon faible, mais qui est celui qui a son genou sur notre cou. Mais ne soyez rassurés, hein, nous savons pertinemment que le grand Bao, comme on dit chez moi, c'est le bloc américano-anglais, on le sait. Et nous sommes tout à fait conscients de cela. Nous sommes aussi conscients, et c'est ce que nous répétons à nos chefs d'État à longueur de semaines, qu'aujourd'hui nous sommes dans un moment géopolitique qui nous est favorable et que cette fenêtre d'opportunité doit être saisie pour prendre nos affaires et essayer de partir et de négocier de nouvelles choses, parce que je l'ai dit et je le répète et je vous rejoins là-dessus. Un moment arrivera où la France, et même les États-Unis et la Russie vont s'entendre. Ils vont s'entendre. Je l'ai déjà dit, j'ai fait des vidéos là-dessus pour bien tirer la sonnette d'alarme et dire que il ne faut pas se dire que ce moment va durer éternellement. Il ne faut pas non plus se dire que parce qu'ils sont en guerre aujourd'hui, demain ils ne s'entendront pas. La question, c'est quand ils vont s'asseoir et s'entendre, qu'est-ce qui va être discuté? Il y a beaucoup dans l'attitude d'Emmanuel Macron aujourd'hui que moi j'analyse comme étant cette façon de vouloir faire la guerre, enfin dire qu'on veut envoyer des troupes en Ukraine, être hyper actif sur l'Afrique, etc. Pour moi, c'est tout ça en prévision du moment où ils se rassieront de nouveau à table et essayer de négocier une petite part. Mon Dieu, laissez-moi l'Afrique, pardon. On a compris que l'Europe, c'est fini, que tout ça, c'est fini, mais s'il vous plaît, laissez-moi une partie de l'Afrique entre vous. Donc, sachez que nous sommes très conscients de cela, que nous travaillons de façon méthodique. Notre stratégie peut ne pas vous convenir ou ne pas être apparente, mais je peux vous rassurer que nous sommes tout à fait conscients des obstacles qui sont devant nous, des adversaires que nous avons face à nous et des rapports de force entre ces adversaires. Puisque ce que les États-Unis sont en train de faire, même en Ukraine, on le voit, les gens se disent que c'est pour affaiblir la Russie, certes, mais c'était aussi surtout pour affaiblir l'Europe. Et donc, même les rapports de ce qui se joue en Afrique sont les résultantes de ces jeux de force entre eux. Même si la France, bon, comme vous l'avez dit, alors je pense que vous dites qu'on est peut-être naïf. Je ne pense pas. On n'est peut-être pas des grandes lumières, etc. Mais on est très conscient de ce qui se joue. Nous avons une stratégie. Nathalie Yambé critique la relation néocoloniale entre la France et l'Afrique, particulièrement l'influence économique de la France. Elle appelle la jeunesse africaine à redéfinir ses relations pour promouvoir la souveraineté. Yambé voit le panafricanisme comme une solution essentielle à l'émancipation des nations africaines, encourageant également l'Afrique à diversifier ses alliances, notamment avec des pays comme la Russie, qui n'a pas d'histoire coloniale en Afrique. Elle insiste également sur la nécessité de préserver les identités culturelles africaines face aux idéologies mondiales pour parvenir à une véritable indépendance. Nathalie Yambé lance un appel à l'action pour que l'Afrique se libère des pratiques néocoloniales, notamment par l'unité panafricaine et la valorisation de sa culture. Elle invite les nouvelles générations africaines à revendiquer leur autonomie et à bâtir des relations internationales basées sur le respect et l'égalité. Elle encourage aussi l'Afrique à être un exemple pour d'autres régions du monde dans leur quête de justice et de dignité. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager vos réflexions et pensez à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines discussions sur l'Afrique, le panafricanisme et la souveraineté des nations africaines. À très bientôt.